Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour ce premier samedi, ce premier week-end du calendrier de l'Avent. Donc on va changer un petit peu de dynamique. Cette semaine, je vous ai beaucoup parlé de nutrition de manière spécifique avec le magnésium, la vitamine D, de sujets d'actualité aussi avec le cadmium, les oxalates, les antinutriments. Donc tout ça est en ligne, que ce soit sur YouTube ou mes précédents épisodes, donc vous pouvez aller écouter ça si ce n'est pas encore fait. Et là aujourd'hui, en fait, j'avais envie de vous parler de quelque chose qui pour moi fait partie tout aussi intégrante en fait de la santé holistique, en tout cas de ma vision de la santé holistique, c'est des rituels. Alors la définition que je mets sur les rituels, elle est double. Déjà, je pense à ces routines qu'on fait matin et soir pour bien se réveiller, pour prendre soin de nous. Alors bien sûr, je pense que tout le monde va aux toilettes se brosser les dents et puis le soir fait de même avant d'aller se coucher. C'est une routine. Et pour moi, le but, en fait, est de transformer ce mot routine en rituel parce que c'est un mot qui englobe beaucoup plus la dimension peut-être sacrée des choses et surtout le fait qu'on va s'honorer soi. Quand on intègre un rituel quotidiennement, ça devient une habitude. Et quand on y met des pratiques qui nous font du bien et qui nous permettent de prendre soin de nous sur tous les plans, eh bien, c'est d'autant plus puissant parce que j'ai cette croyance que nous sommes des âmes vivant une expérience humaine et que le premier pacte qu'on fait, c'est avec notre corps. C'est-à-dire qu'avant même de décider de ce qu'on va faire dans notre vie, avant même voilà, d'avoir quelconque ambition de guérison, de transformation, d'évolution en venant ici, ben déjà, il faut pacter avec ce corps qui va être notre temple, qui va être notre véhicule. Et notre manière de commencer la journée, de la finir, ce qu'on va faire, ce qu'on va ritualiser au quotidien, même avec des actes qui peuvent prendre 3, 4, 5 minutes par jour, ça va nous transformer, ça va nous permettre de toucher à quelque chose par notre volonté, par l'acte de décision sur voilà, la direction qu'on veut prendre. Et dans NG Starter, qui est ce programme dans l'académie que j'ai conçu pour mettre le pied à l'étrier dans la santé holistique, on n'est pas dans une formation complète, c'est vraiment un programme clé en main. Je vous partage mes rituels du matin, du soir. Alors le matin pour réveiller ce véhicule, honorer cet espace pour nous-mêmes avant tout, se rappeler qu'on peut continuer à nous donner corps et âme à la planète entière, mais en fait si vous n'êtes plus là, il n'y aura personne pour le faire à votre place. Et je pense que c'est important dès le matin d'avoir quelques minutes rien que pour soi, avec peut-être une respiration, peut-être une méditation, ou un peu d'écriture, ou un peu de mouvement, ça peut être tout en même temps. Et l'enjeu en fait du programme Starter, ou en tout cas de ma vision des rituels, c'est de se dire comment, avec 5, 10, 15 minutes le matin, je peux déjà mettre des choses en place rien que pour moi. Tout comme des rituels ayurvédiques très simples que je vous transmets, comme le raplang, le fait de boire de l'eau chaude ou de faire le brossage à sec, ou de passer voilà, un jet d'eau froide sur votre corps, ça fait partie pour moi de ces rituels. Donc ça c'est pour le matin, et pour le soir c'est pour moi aussi tout aussi important parce que le soir en fait on va pouvoir optimiser notre sommeil, améliorer la qualité de notre sommeil avec un rituel du soir. Et c'est fondamental parce que s'il y a bien une chose que j'ai compris, que j'ai intégrée en fait avec le temps et au fur et à mesure des épreuves, c'est qu'il y a très souvent deux choses qui sautent quand ça va mal. C'est, alors au-delà de l'appétit, c'est le mouvement et le sommeil. Et clairement, pour ma part en tout cas, et je suis convaincue de ça aujourd'hui, c'est que les deux choses sur lesquelles on doit être très attentif et attentive quand ça va mal, c'est de continuer à bouger et d'essayer de dormir quoi qu'il arrive. Parce que ça prend beaucoup de temps que de rééquilibrer le système nerveux, que de retrouver un cycle circadien. Et les effets négatifs, délétères du manque de mouvement et de sommeil sont catastrophiques. Vous pourrez manger ce que vous voulez, si vous ne bougez pas et que vous ne dormez pas, c'est vraiment compliqué. Donc pour moi, il y a à la fois dans ces rituels du mouvement à mettre, mais quoi qu'il arrive pour le soir, c'est qu'est-ce qu'on va mettre en place pour ritualiser, pour revenir à soi et permettre à notre corps de se régénérer. Et l'invitation aussi, c'est comment est-ce qu'on peut mettre un petit peu plus de yin dans nos journées. Donc par exemple, toutes les heures, toutes les 2 heures, d'avoir 1 ou 2 minutes, où juste vous mettez un casque sur les oreilles, ou potentiellement vous fermez les yeux, ou vous mettez une musique très calme. Si vous pouvez être en silence, c'est d'être en silence, de respirer le plus lentement possible. Et ça, c'est comme si vous vous autorisiez 1 ou 2 minutes à rebalancer votre système nerveux. Et vous verrez qu'à force de pratiquer ça, vous rentrerez chez vous beaucoup moins fatigué. C'est comme le principe des micro-siestes. Quand vous restez 4-5 minutes à somnoler, et puis vous savez, il y a cette astuce du stylo où on tient un stylo dans les mains, et quand il tombe, c'est qu'on commence à s'assoupir, et là on se réveille, on repart.
Et beaucoup de personnes ressentent l'effet. Moi, c'est ce que je fais beaucoup quand j'anime des immersions ou des transmissions, quand je suis en retraite avec des personnes. J'ai toujours un moment de sieste, c'est fondamental pour moi avant d'attaquer avec les pratiques de l'après-midi ou du soir. Et parfois, c'est 4 minutes, mais sans ces 4 minutes, ce serait clairement pas pareil pour moi, j'en ai besoin. Donc voilà, déjà dans ces rituels, je mets cette définition sur ces choses, ces routines en fait quotidiennes, dans lesquelles on va vraiment mettre une dimension sacrée parce que c'est comment je m'honore, comment j'honore mon corps, comment je sacralise cet espace rien que pour moi. Ok ? Et puis l'autre définition que je mettrai aussi bien sûr sur les rituels, c'est tout ce qu'on fait ces générations depuis la nuit des temps, nos ancêtres, à travers tous les continents, tous ces rituels autour des cycles de la vie, des saisons, des équinoxes, des solstices, ces rituels que l'on fait quand on passe d'une période de vie à une autre, quand on enfante, quand il y a un deuil. Voilà, pour moi, tout ça, ce sont des rituels. Et en l'occurrence, j'ai vraiment vu aussi que à travers les initiations que j'ai pu suivre, à travers les voyages que j'ai pu faire, que ce soit en Mongolie, que ce soit à Bali auprès de prêtres, en Amérique latine auprès de curandero, de curandera ou en Afrique aussi, j'ai pu voir qu'il y avait toujours des dénominateurs communs. Et le rituel est toujours présent. C'est comment on va sacraliser un espace, comment on va ritualiser l'entrée en matière pour une intention spécifique. Et dans mon quotidien, j'ai en fait plein de rituels. À la fois ces rituels pour mon corps physique, mais aussi ces rituels qui me rappellent cette part spirituelle qui vit en moi. C'est important pour moi parce que clairement mon métier est un métier de service. Et j'y mets une dimension profondément spirituelle, c'est-à-dire que pendant des années, et je vous en ai parlé sur mon épisode, sur mon renouveau et mon renouveau professionnel, j'ai vraiment été dans un modèle sacrificiel. Je donnais beaucoup de ma personne, aussi bien dans le milieu professionnel que dans ma vie personnelle, parce que au fond, j'étais déconnectée. Même si je me croyais spirituelle, même si les croyances que j'ai aujourd'hui, je les avais déjà dans le passé, mais j'étais déconnectée en fait. J'étais déconnectée de moi et déconnectée du fait que pour ma part, je suis profondément au service de plus grand que moi pour les personnes qui viennent me voir et toujours dans le but du plus grand bien de tous en fait. C'est ma mission première. Et en fait, pour ça, pour pouvoir être au service, les rituels me ramènent à cette part spirituelle. Les rituels me ramènent à ce plus grand que moi, au divin, à l'esprit, à la conscience, aussi à cette collectivité, cette humanité. Parce qu'au fond, c'est pas à propos de nous. Et ça, c'est quelque chose que je rappelle aussi aux personnes qui me disent parfois j'ai du mal à prendre la parole, j'ai du mal à m'exposer, j'ai du mal à commencer mon podcast, j'ai du mal à transmettre ce que je sais parce que j'ai peur de me tromper, j'ai peur de ne pas bien dire, j'ai peur qu'on me juge. Et il y a plein de choses derrière ça. Il y a plein de blessures, de choses qu'on porte par rapport au jugement qu'on a eu quand on était enfant, par rapport à l'éducation, etc. Ok, il y a ça à aller voir. Mais dans ce contexte, quand on se rappelle que c'est pas à propos de nous, en fait, et qu'on est vraiment au service de plus grand, qu'il y a des personnes qui vont vous écouter et qui ont besoin de ça, eh bien, en fait, il y a un voile qui se lève sur toutes ces peurs et sur tous ces freins. Vous allez vous rendre compte, en tout cas, c'est vraiment ma vision, ce que je vous transmets, mais je vais parler en jeu. Je me rends compte que à partir du moment où je me crée ces espaces, où je ritualise des choses qui me ramènent à ma conscience, à ma guidance, à ma vérité, eh bien, je sais. Il n'y a plus le mental qui prend le dessus. Il n'y a plus le besoin de chercher des réponses à l'extérieur. Il n'y a plus le besoin de prouver à qui que ce soit, en fait. Parce qu'on sait. C'est là. Parce que tous ces rituels dans lesquels j'ai été très généreusement guidée, dans lesquels on m'a initiée, ont tous, en fait, au fur et à mesure, ouvert quelque chose en moi et m'ont permis de me rappeler que ce qui compte le plus, c'est ce que je suis venue faire, ce qu'il y a dans mon cœur, ce qui m'anime, ce qui me met en joie, au-delà des peurs, des doutes. Et quand je vous parle de rituels, alors oui, il y en a certains qui demandent d'être accompagnés, qui demandent une certaine volonté, voire du courage, parce qu'ils peuvent être challengeants. Je pense aux huttes de sudation, par exemple, comme le Temazcal que j'ai pu vivre au Mexique, qui sont aussi des pratiques vraiment de mort-renaissance, parce qu'on est confronté à des chaleurs très intenses dans ces huttes de sudation. Mais là, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des rituels simples. Moi, par exemple, là, avant de faire cet épisode, j'ai une bougie blanche qui est toujours allumée sur mon bureau. J'ai de quoi purifier l'espace.
Et quand je m'éloigne de ça, je m'en rends très vite compte. Je sens que je n'ai pas ce soutien énergétique. Et je sais que ça peut paraître weird, j'ai ce mot-là qui me vient. D'ailleurs, c'est hyper intéressant. Ce mot weird veut dire bizarre, étrange. Parfois, voilà, je sais que j'ai même des membres de ma famille qui sont déjà dit entre eux, mais ça y est, on l'a perdue, elle est complètement perchée, voilà, spirituelle, etc. Alors qu'avant, c'était bien carré, bien scientifique, bien nutrition. Mais en fait, c'est hyper drôle de connaître la racine du mot weird. Ça peut avoir deux racines différentes. Il y a weird, W-E-A-R-D, qui en vieil anglais signifiait gardien, veilleur, protecteur. Et il y a une autre racine, quand il est orthographié avec le W-Y-R-D, ça veut dire le destin, le devenir, ce qui est. Et c'est pas seulement ce qui arrive, c'est le fait de devenir, c'est le changement, c'est le cours naturel des choses. Et au fur et à mesure du temps, ce qui était anciennement quelque chose destiné au destin, ça a glissé tout doucement vers le côté étrange, bizarre, parce qu'en fait, on ne comprend pas. Et là, j'aurais vraiment tellement de choses à vous dire sur cette séparation qui a été faite entre la science d'antan, la théurgie, qui était en fait quelque chose d'assez magique à l'époque. C'est-à-dire que des milliers d'années en arrière, on ne séparait pas en fait toute l'étude de l'humain, du cosmos, de la nature, qui permettait de mettre du sens, de mettre du lien entre le microcosme, le macrocosme. Il y avait vraiment ces sciences de l'herboristerie, de l'astrologie, de tous ces rituels, parfois même la divination. Tout faisait partie d'un melting pot où tout était lié. Et c'est à partir du moment où s'est développée la science moderne, où on a commencé à analyser le tangible, le visible, à le mesurer, à voir comment est-ce qu'on pouvait répéter une même expérience et à la vérifier de nos propres yeux, que là, il y a une dissociation entre la science moderne et la science d'antan. Et on a gardé ce mot magie qui, autrefois, était la racine du mot magie aussi est forte. C'était un mot qui parlait de grande sagesse, c'était un mot qui définissait aussi les grands sages, les grands prêtres, les prêtresses. Et aujourd'hui, c'est associé à la sorcellerie, mais on a juste oublié l'histoire. On ne nous a pas appris l'histoire de ce qui se passait avant. C'est pas pour rien qu'on revoit aujourd'hui beaucoup de séries, beaucoup de films où on voit ce lien entre les gens de pouvoir et les mages, ceux qui avaient accès à cette connaissance sacrée, profonde en fait. Et pour moi, cette connaissance sacrée et profonde, c'est ce lien avec l'invisible, ce lien avec ce qui est impalpable, ces forces qui nous gouvernent. Et quand je vous parlais de ces pays, de ces traditions qui diffèrent d'une certaine manière, parce que chacune travaille avec un élément spécifique. Au Mexique, on travaille beaucoup plus avec le feu dans les rituels. À Bali, c'est beaucoup plus avec l'eau. Mais quoi qu'il arrive, partout dans le monde, on va toujours reconnaître le gardien d'un lieu, reconnaître les forces invisibles, nous protéger des esprits qui sont là pour se nourrir de notre énergie, nourrir ceux qui nous guident, ceux qui sont bienveillants. Le fait d'honorer nos ancêtres, de reconnaître que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est parce que nos ancêtres étaient là en fait. Et là aussi, il y a beaucoup de choses à dire parce que parfois certaines personnes ont du mal avec cette reconnaissance des ancêtres parce qu'on sait qu'il y a eu des histoires pas claires, qu'il y a eu des ancêtres qui nous ont fait souffrir ou qui ont été des mauvaises personnes, il y a eu des secrets de famille. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que chacun a joué son rôle. Mais de l'autre côté, quand on quitte cette enveloppe-là et qu'on quitte le personnage qu'on a joué et ce qui a été polarisé en bon ou en moins bon, et bien de l'autre côté, il n'y a plus ça. Quand on sort de cette enveloppe corporelle, il y a surtout la conscience. Et ça, en fait, c'est présent dans toutes ces cultures. Et tous ces rituels nous permettent de retrouver cette connexion à ça. Donc moi, c'est ce qui m'a profondément touchée dans mon parcours, parce que dans les moments où j'ai commencé à me créer de l'espace, j'ai ressenti cet appel de passer beaucoup de temps seule, de me reconnecter à la prière, qui était quelque chose de très galvaudé chez moi, parce que je suis baptisée, j'ai eu ma première communion, j'ai fait le catéchisme, j'ai eu un modèle religieux très intégriste en fait, qui m'a vraiment dégoûtée de la religion. Et aujourd'hui, ma spiritualité et la vision que j'ai de certaines figures religieuses comme le Christ, comme Marie, n'a rien à voir avec ce qu'on m'a raconté dans mes cours de catéchisme. Mais ces rituels, c'est de reconnecter à ce que je sais profondément, mais que j'avais oublié, qui est venu apporter beaucoup d'apaisement en fait.
Et ce qu'on retrouve dans tous ces pays et ce qu'on retrouve depuis la nuit des temps, c'est aussi ces rituels qui nous rappellent les cycles de la vie, le cycle des saisons. C'est pas pour rien qu'Igi Starter, je vous partage des programmes qui sont saisonniers. Ça va au-delà en fait des menus avec les fruits et les légumes de saison. C'est que chaque saison porte une énergie particulière et cette énergie, vous pouvez la voir comme une force. Cette force, elle va vous soutenir dans un domaine particulier. Par exemple, le printemps, c'est en médecine chinoise l'énergie du bois, l'énergie du germe qui, petit comme il est, arrive à percer la terre. Et en perçant la terre de toute cette force, c'est ça en fait l'énergie du printemps, c'est ce qui va nous aider à sortir de notre coquille. C'est cette énergie qui va nous aider à initier les projets, à naître, à renaître, à démarrer, à avancer, à montrer à la vue du monde ce qu'on a maturé durant l'hiver. Et on pourrait très bien initier un projet en octobre ou novembre, mais ce sera beaucoup plus facile de le faire au printemps parce qu'on sera soutenu par les énergies. Et les rituels et les coutumes et ce qui nous a été transmis en fait de génération en génération nous rappellent ça. Nos ancêtres avaient très bien compris ce qui se jouait en fait. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans les rituels. Là, par exemple, aujourd'hui, j'avais envie, vu qu'on est samedi, vous avez peut-être à avoir le temps de vous préparer pour un rituel que je vous invite à faire demain si ça vous parle. C'est un rituel tout simple qui est le rituel de la couronne de l'Avent. Et si j'ai envie de vous parler de ce rituel-là, c'est parce que c'est quelque chose de très simple qui peut parler aussi à des personnes qui sont chrétiennes, religieuses, mais aussi à d'autres, parce qu'en réalité, cette couronne de l'Avent, elle est associée à Noël, à l'Avent, à la naissance du Christ, mais c'est à la base une célébration païenne de l'hiver. Normalement, à chaque dimanche, les 4 dimanches qui vont précéder, selon la tradition païenne, soit le 21 décembre, donc le solstice d'hiver, soit le 25 décembre, la naissance du Christ, donc on va pouvoir choisir selon, on va allumer une bougie. Et chaque bougie va avoir un sens particulier. Avant même de parler de chaque symbolique des bougies et de l'intention qu'on pourrait avoir, ce rituel-là, le but, c'est ce rappel de la lumière. Parce que là, depuis le mois de juin, les nuits s'allongent, les journées se raccourcissent et à partir du solstice d'hiver, ça va changer. Et c'est très beau parce que dans la tradition chrétienne, ce cycle, c'est aussi un temps d'attente, un temps d'ouverture de cœur, un temps de préparation. Alors, dans la religion, on va dire à la naissance du Christ, mais d'un point de vue moins religieux, on pourrait juste dire à l'accueil de notre lumière spirituelle. Selon la Kabbale aussi, il est très intéressant de savoir que les 12 derniers jours de l'année sont des moments où on reçoit énormément de lumière. Ce sont des phases où énergétiquement, on appelle ça ces 12 jours de descente de lumière, qui sont des moments extrêmement forts spirituellement. Moi, c'est de Noël à Nouvel An, c'est des périodes que je passe seule, que j'adore passer seule, parce que je prends beaucoup plus de temps pour mes pratiques. Évidemment, si j'en avais la possibilité, je serais très heureuse d'être en famille et de célébrer, parce que c'est aussi ça, en fait, c'est des moments à la fois de générosité, d'ouverture de cœur, de partage, mais aussi de dévotion, de reconnexion à la lumière qui est en nous, au divin qui est en nous. Et dans ce contexte, ce rituel des 4 bougies est intéressant parce que ça montre que c'est un cheminement. On progresse vers la clarté. Ça rappelle que la lumière, elle ne jaillit pas d'un coup, d'un seul. Ça se construit, ça se cultive. Et c'est pour ça que je vous disais que vous pouvez avoir des rituels très puissants à vivre selon certaines traditions, mais vous pouvez aussi au quotidien cultiver ça. Un exemple que je peux vous donner, vous pouvez aller faire une retraite Vipassana de 10 jours, mais vous pouvez aussi méditer 10 minutes par jour. Et je vous garantis que pour moi, c'est beaucoup plus transformateur de méditer 10 minutes par jour que d'aller une fois tous les 5 ans me faire une retraite Vipassana. Ça ne veut pas dire que c'est mieux ou moins bien, mais ça veut dire que l'un ne remplace pas l'autre et que pour ma part, si je devais en choisir un, c'est ce retour à moi au quotidien. C'est pour moi ces petites habitudes qui nous transforment vraiment sur le long terme. Et c'est de manière générale aussi une invitation à vous rappeler que voilà, parfois on veut faire des retraites, on va avoir ces espèces de chocs. On voit beaucoup ça dans les personnes qui sont appelées par les plantes médecines, qui recherchent à avoir tout d'un coup cet éclat de conscience, à connecter à tout ça, à plus, mais vous allez être déçus en fait, parce que c'est pas du tout comme ça que ça se passe, ou en tout cas sur le moment vous aurez l'impression d'avoir vécu quelque chose d'incroyable, mais la transformation elle se fait dans le temps, elle se fait dans cette lenteur, dans comment vous allez vivre votre printemps, votre été, votre automne, votre hiver après cette expérience. C'est ça qui vous change, et c'est ça pour tout. Quand vous vivez une maternité, une naissance, un deuil, une séparation, cette expérience momentanée, vous voyez bien qu'elle vous transforme, mais qu'elle s'infuse au fur et à mesure des années. Et le message que j'ai envie de faire passer, en fait, c'est que
tous ces rituels, quels qu'ils soient, nous ramènent à l'invisible qui nous soutient. Et donc, qu'on n'est pas seul. Et ça, c'est pour moi peut-être la réponse majeure que je peux donner aux personnes qui me disent « Comment tu vis la solitude ?» ou « Comment est-ce que tu fais à ne pas chercher des réponses à l'extérieur ?» Mais en fait, en réalité, quand on commence à s'ouvrir à ça, on n'est jamais seul. Et les réponses, elles sont toujours à disposition, il faut juste savoir écouter. Et ce qui est difficile pour le mental et l'intellect humain, c'est de comprendre qu'à partir du moment où on ouvre la porte, ça ne va pas être noir ou blanc. C'est pas que tout d'un coup, oh, vous allez avoir la clarté, tout va se transformer. C'est subtil, mais comme je vous le disais, comme un germe qui est enterré dans la terre, il y a quelque chose qui va bouger en vous. Le fait de mettre vos pieds dans la terre tous les jours, le fait d'être en gratitude, c'est un rituel. Le fait d'allumer une bougie blanche parce que vous posez l'intention d'être au service de la lumière, ou d'être guidé par la lumière, ou d'être protégé par la lumière, c'est un rituel. Le fait de faire une prière le soir quand vous vous couchez, juste pour remercier pour cette journée que vous avez vécue et pour poser vos intentions pour le lendemain, c'est un rituel. D'honorer avec des célébrations, que ce soit religieuses, païennes, ou que vous vous inventez pour célébrer la saison, pour célébrer la naissance, c'est un rituel. Comment est-ce qu'on appelle ça, les fêtes qu'on fait pour les enfants là, à la naissance? Vous voyez ce que je veux dire? C'est un rituel. Les enterrements de vie de jeune fille, c'est un rituel. Libre à nous de le faire d'une manière plus spirituelle ou pas. J'ai vécu il y a 1 an un week-end pour une amie qui rentrait dans un processus de FIV. On a passé un week-end ensemble, on a prié pour elle toute une journée. Et où on a vécu des rituels ensemble, on a vécu un sauna ensemble, elle a vécu un soin rebozo. Les soins rebozo, c'est un soin mexicain où on enveloppe la personne dans des tissus, comme dans des couvertures. Et ensuite, la personne d'elle-même va enlever ses bandages, ses tissus, ses couvertures. C'est comme une renaissance, en fait. Et on lui a offert ça et on a ritualisé tout ça avec nos chants, avec nos prières, avec des bougies, avec des fleurs. Et je crois que c'est le week-end le plus beau que j'ai vécu de ma vie. En fait, j'ai réalisé à quel point quand on se réunit en tant que femme, entre sœurs, où il n'y a que du soutien, de la bienveillance pour accompagner une de nos amies dans quelque chose de difficile et dans cette volonté de pouvoir être mère et d'être complètement au service de son intention et de mettre toutes nos énergies ensemble pour elle, de voir à quel point quand on se réunit, il y a notre créativité, il y a nos chants sont plus beaux, nos décorations sont plus belles, nos poèmes sont plus beaux, tout est plus beau, nos prières sont plus puissantes. Il y a quelque chose d'incroyable et ça, c'est la force du rituel. Ça, c'est la force du collectif. Parce que ces rituels, bien souvent, ils se vivaient en collectivité. Et c'est ça qui me touche profondément et c'est ça que j'ai envie de vous transmettre et de vous infuser. Et là, il y a ce rituel, cette couronne de l'Avent qui est aussi quelque chose de super joli à vivre avec vos enfants, avec votre famille, pour peut-être vous reconnecter à ça et voir ce que vous ressentez quand vous le vivez. C'est surtout ça l'invitation, c'est tester et voyez ce que ça fait pour vous. Parce que pour moi, ces espaces, ces rituels, c'est des moments que je consacre pour alchimiser mes émotions, pour gagner en clarté, pour demander de la protection, de la guidance, pour créer mes programmes de retraite, pour recevoir l'inspiration, pour m'initier à des chants intuitifs qui sont pour moi une médecine aussi, que je m'offre avant tout en moi et qui parfois émergent quand il y a besoin. Et oui, c'est weird, mais du coup, je reste sur la définition que je vous ai dit tout à l'heure. En tout cas, pour moi, ça fait partie de ma vie, en fait. Et c'est tout aussi tangible que tout ce que je vous ai partagé cette semaine, basé sur des études scientifiques. Donc, voilà pour ça. Et pour vous guider sur ce rituel de la couronne de l'Avent, donc c'est très simple à faire. Vous pouvez vous trouver en magasin, chez des fleuristes, des pins pour faire une couronne, en fait, donc des branches de pin. Vous pouvez avoir des pommes de pin, vous pouvez avoir du gui également. Donc, l'idée, c'est de trouver des branches de conifères que vous allez pouvoir nouer ensemble pour faire une couronne dans lesquelles vous allez pouvoir y glisser des pommes de pin ou du gui. Après, ce n'est pas obligatoire, mais c'est le principe même du rituel. Pourquoi ? Parce que ces conifères, en fait, ne pourrissent jamais. On va toujours garder ce vert. Et ça symbolise le vivant qui va renaître au printemps. Ça représente le cycle infini, circulaire, continu de la vie.
Et au niveau des bougies, la première bougie était dimanche dernier, donc c'est pas grave si vous l'avez pas allumée dimanche dernier, vous pouvez rattraper. Et chaque bougie va avoir un rôle spécifique, va porter une intention spécifique. Ce qui revient souvent, c'est qu'on va avoir dans nos 4 bougies la première qui représente soit l'espérance, soit la foi, selon les traditions. Pour le deuxième dimanche, ça va être la paix ou la foi, selon ce qu'on a mis au début. Donc si vous faites ce rituel demain, vous pourrez mettre les 2 bougies représentant espérance, foi et paix. Puis pour le troisième dimanche, c'est la joie qu'on appelle. Et enfin, pour le 4e dimanche, juste avant Noël, c'est une bougie pour l'amour. Donc vous pouvez très bien utiliser des bougies blanches, mais sinon, pour les 2 premières, vous pouvez les choisir de couleur violette. La troisième associée à la joie, on va la choisir rose. Et la dernière bougie, on va aussi la choisir violette. Et le jour de Noël, on va pouvoir mettre au centre de la couronne une bougie blanche. Donc c'est dans la religion la naissance de Jésus, mais c'est vraiment un appel à la descente de la lumière spirituelle, la reconnexion à notre propre lumière intérieure. Donc voilà pour ce rituel qui est très beau, qui est célébré depuis la nuit des temps et que vous pouvez faire. Et c'est très ludique aussi parce que quand on fabrique notre couronne, quand on a nos petites bougies, les enfants adorent faire ça aussi. Ça peut être un beau moment en famille. Et puis c'est peut-être quelque chose qui va vous initier à ces rituels. Mais rappelez-vous que pour ma part, c'est juste d'avoir un encens, une bougie blanche, c'est un moyen de m'ouvrir un espace. Et pour ces moments, rien qu'à moi, j'aime bien avoir un endroit dans ma maison. Ça peut être un coin dans sa chambre, ça peut être une pièce dédiée si on en a une, ça peut être aussi dans votre salon si vous le souhaitez. Pour ma part, je sais que dans mes rituels, j'ai toujours un autel. Je vous en parle dans Energy Starter, le fait de faire un autel, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué et que je transmets aussi dans mes immersions, dans mes transmissions. Mais mon hôtel est aujourd'hui en plein milieu de mon salon, c'est-à-dire que ça fait partie de ma vie, je le vois tous les jours. Et le fait d'avoir un hôtel où je mets mes offrandes, où je dépose ce qu'il y a à déposer, c'est pour moi tellement partie intégrante de ma vie que j'ai aucun problème à ce que ce soit en plein centre. Mais vous pouvez très bien aussi avoir quelque chose de plus intime dans votre chambre, qui peut être aussi votre lieu de recueillement, si ça vous parle. Quoi qu'il arrive, ce qui compte et ce que j'ai envie de vous transmettre dans cet épisode, c'est une invitation à vous reconnecter au vivant, à ses forces de vie en fait. Parce que c'est pas anodin qu'on retrouve à Bali, au Mexique, au Pérou, au Brésil, en Afrique, en Mongolie ou en Amérique du Nord, le fait qu'on honore les ancêtres, qu'on honore les éléments, c'est des forces qui nous habitent, c'est des énergies qui sont là, qui nous guident, qui nous accompagnent. Et pour ma part, quand on se relie à ça, que ce soit en allant plus en nature, en chantant, en dansant, en priant, peu importe la manière de ritualiser, il y a quelque chose qui se passe et c'est quelque chose qu'on sent. Donc voilà, c'est l'invitation du jour. Très curieuse d'avoir votre retour sur ça, sur votre expérience, sur peut-être votre manière de vivre vos rituels. Et si vous avez des questions, posez-les-moi en dessous de cette vidéo ou de cet épisode de podcast et je serai très heureuse d'y répondre dans des épisodes futurs. En attendant, je vous souhaite une belle intégration, un beau week-end et je vous retrouve demain pour un nouvel épisode.